La semaine dernière, dans la santé au-delà des mots. Nous autres, on vivait dans une maison de la compagnie. Alors, moi, j'ai été élevé avec l'électricité. OK. Puis, tu sais, aujourd'hui, notre ami premier ministre, il fait beaucoup de propagande sur le troisième lien, là. OK. Mais dans le temps, Maurice Duplessis, disons, un de ses discours, électeur, électrice, électricité. Bienvenue à La santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine, pour la deuxième partie de notre entrevue, Dr René Saint-Cyr. Je vous invite donc à poursuivre la rencontre extraordinaire avec ce vétéran de la pratique médicale. Vous avez découvert avec moi, la semaine dernière, cet homme généreux, grand conteur et vif d'esprit. Dr Saint-Cyr complète cette semaine avec moi le récit de son parcours professionnel. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Dites-moi, mais votre pratique médicale, je comprends bien, ça s'est arrêté pas mal en 85. Après, là, vous avez eu de l'administration beaucoup. Oui, c'est ça, en 85. Ouais. Vous êtes devenu directeur des services professionnels. Oui, c'est ça. Mais avant ça, à Robert Giffard, j'ai été chef du département de médecine générale. Puis j'ai participé au CMDP. J'ai été dans le CMDP quasiment tout le temps. CMD au début. Il n'y avait pas de pharmacien. Les pharmaciens, c'était un peu plus tard. Alors, tu sais, j'étais vraiment préparé un peu à ça, parce que je rencontrais beaucoup les gens de l'administration à travers tout ça. Puis j'avais un directeur général, M. Quentin, là, à Robert Giffard dans le temps, qui était très près des gens, puis près de moi en particulier. Alors, tu sais, j'étais plus près de ça. Là, okay. J'étais prêt à cette éventualité-là. Donc, à cette époque, vous cessez la pratique médicale à proprement dit là, à Robert Giffard. En 85. Ouais. Là, vous devenez directeur des services professionnels. C'est ça. Là, je suis allé à Dolbeau. OK. Vous êtes retourné là-bas. Ouais, c'est ça. Puis vous êtes revenu par la suite à Québec, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Je suis revenu à Chauveau pendant 6 ans. Puis 6 ans à Chauveau. Puis après ça, 4 ans à Robert Giffard. Je suis revenu à Robert Giffard. OK. Puis votre conjointe, elle retournée, mettons, au Lac-Saint-Jean, tout ça, c'était correct ou... Elle disait, ma conjointe? René, on va arrêter de se promener un peu. Ah, ben, c'est ça. Ben, à Jonquière, elle n'a pas aimé ça parce que j'avais installé une série de téléphones là, qui, tu sais, dans le temps, on n'avait pas de... Pas de cellulaire? Pas de cellulaire. Puis les téléphones, quand j'avais un appel, ils prenaient l'appel, là. Puis le téléphone sautait, tout ça, puis ça faisait du bruit. Ma femme a vu, là, quasiment... Elle dit, arrête-moi ça. On n'est pas bien ici, pas mieux qu'à Albamel. OK. C'est pour ça un peu que je me suis revenu à Robert Giffard. Robert Giffard, c'est une vie de 4 à 5, là. Mm-hmm. Puis, c'est-à-dire de 8 à 4. 8 à 4. Mais l'administration, vous aimiez ça, mettons, d'être directeur des services professionnels? Oui, ben, je l'avais fait un peu. J'ai été membre du conseil d'administration à Robert Giffard. Puis, tu sais, j'ai été mêlé pas mal à ça. OK. Puis, quand j'ai décidé de m'en aller à Dolbeau, ben là, c'est les médecins de Dolbeau qui sont venus me chercher. Bon. Les médecins de Dolbeau qui viennent me voir, puis qui veulent me rencontrer.
Puis là, claque dans le dos, puis René, il faut que tu viennes. Il n'y avait pas de DSP à Dolbeau dans ce temps-là. Il y en avait un qui venait de temps en temps de Québec, d'Hôtel-Dieu. Puis là, ils ont réussi à me motiver. Puis, viens à Dolbeau, viens à Dolbeau. Puis c'est pour moi, Dolbeau, c'était chez nous. OK. Là, vous avez été combien d'années à Dolbeau? 2 ans à Dolbeau. 2 ans. Ouais. Puis après, c'était... Après ça, 2 ans à Dolbeau, puis là, je me suis en allé à Chauveau. Mais pourquoi êtes-vous reparti de Dolbeau? Ben, c'est parce que ma femme ne m'avait pas suivi. Hein. OK. Mais par contre, je faisais Dolbeau, là. Je montais le lundi matin, puis je revenais le vendredi. OK. Puis je revenais le vendredi, là, souvent, des fois, je me rendais à Dolbeau en autobus. Puis quand j'allais en autobus, on avait un radiologiste qui venait Champlain-Charest. Oui. Vous connaissez Champlain? Oui, tout à fait. Et sa caravane. Exact. Et son amitié avec Riopelle. Ben oui. Puis une amitié avec moi aussi. Mais vous, avez-vous connu Jean-Paul Riopelle? Non, je l'ai pas connu, mais lui, Champlain, je l'ai bien connu. OK. Parce qu'il venait à Dolbeau, puis il avait son avion, hein. Fait que le vendredi, je remontais avec lui. En avion? En avion. OK. T'as arrêté à l'aéroport comme un VIP, là. OK. Fait que je faisais ça quelques fois avec Champlain-Charest. OK. Puis là, il parlait de vin tout le temps, lui, est-ce que à l'époque? Ben, Champlain-Charest, le midi, on allait manger à brasser, puis il prenait de la bière. Ah. Mais par contre, c'est quand il arrivait à mon bureau un soir, puis « René, t'as-tu soupé? » René, c'est votre prénom aussi. Un de mes prénoms. Alors, « T'as-tu soupé? » Non. Ben, regarde, il dit « Je suis avec le chef du département de radiologie, là. Puis il dit « J'ai 2 Pétrus. » Je sais pas comment ça se vend aujourd'hui, Pétrus. Ça dépend de l'année, mais c'est cher. Ben, en tout cas, lui, écoutez, on les prenait parce que c'était le temps qu'on les prenne. OK. Il dit, il dit, faudrait apporter notre vin. Dans ce temps-là, ça n'existait pas, hein. Fait que moi, je connaissais un monsieur qui avait un restaurant, là, tu sais, dans sa maison, 5-6 tables. Fait que je l'appelle, puis je dis, écoute, on peut-tu apporter notre vin? Mais c'était pas de bon sens. Ah oui? Je vis avec ça. J'ai dit, on va emporter notre vin, si tu en as un meilleur, on prend le tien. Fait que là, il est tombé. Excusez, là, ça pas rapport. Il est tombé en bas de la table. Bon, c'est ou ça. en bas de sa chaise. Bon, ben, c'est ça. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Docteur Saint-Cyr, j'aimerais ça que vous me parliez aussi. Vous avez été impliqué un peu en médecine humanitaire, ou tout au moins là, pour aider Haïti. Là. C'était quoi ce projet-là? Ou Ben, ça existe encore. C'est Collaboration Santé Internationale. OK. Collaboration Santé Internationale, il recueillait surtout des médicaments. Mm-hmm. Il en recevait beaucoup des compagnies. Puis des choses médicales, tu sais, de l'équipement? D'équipement médical. Il y avait on envoyait beaucoup d'équipements médicaux. Puis ça, il envoyait ça un peu dans une trentaine de pays. Puis on envoyait surtout à Haïti. Mais moi, j'étais en fait représentant médical au conseil d'administration de cet organisme-là surtout pendant les 2 années là, où j'ai laissé Robert Gifford de 97 à 2000. OK. J'ai été 2 ans là,
avec Collaboration Santé Internationale. Puis là, à un moment donné, ben, il allait voir de temps en temps où il envoyait les médicaments puis tout le bazar, là. Êtes-vous allé, vous? Ben, moi, je suis allé à Haïti. Juste à Haïti. Okay. Donc, je suis allé juste une fois à Haïti. Mais je dis qu'on allait en mission, mais c'était pas une mission, c'était une visite. Hein. OK. Une visite pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis, alors, à Haïti, on avait été reçus par les frères du Sacré-Cœur. Là. Puis les frères du Sacré-Cœur, ils nous disaient, Haïti, là, c'est triste à dire, mais dans le temps du Valier Père, là, Papadoc, là, il dit les gens vivaient bien, même si l'administration se graissait là, pas mal fort. Là, hein. Mais il dit au moins on vivait bien. Puis quand je suis allé en 98, il dit maintenant, on achète du sucre. Il dit avant ça, c'est nous autres qui exportaient le sucre, puis le café. Okay. Mais là, il dit les gens sont pauvres, tout ça. Puis, alors, on demeurait dans la maison des frères du Sacré-Cœur, puis le soir, on était sur une espèce de terrasse, puis on voyait un peu ce qui se passait dans Port-au-Prince. Les gens qui étaient dehors avaient des petits feux, puis ça chantait, ça dansait, puis il semble aussi qu'il y avait le rhum facile. OK. Les gens avaient l'air bien. OK. Ce que je voulais vous dire, ils avaient l'air bien. OK. C'était un peu triste à voir. Il avait l'air bien là-dedans. OK. C'est une autre époque. Mais moi, c'est vraiment des visites. On est allé visiter les sœurs de Saint-François d'Assise. OK. Ben oui. Il y avait une espèce de... Il y avait une école, là. Puis avec une ferme. Il recueillait à peu près 400... Il y avait à peu près 400 jeunes. Puis en fait, les Haïtiens aimaient ça, envoyer leurs enfants là, parce qu'ils mangeaient bien. Alors, moi, j'ai vu ça, là, les petits-enfants, là. C'est tout des petits bouts, là. Puis, à un moment donné, ils se préparaient à manger, puis, petit Jésus, merci de donner de nourriture à nous. Hey, c'était impressionnant à voir. Mais les sœurs s'en occupaient très bien. Puis, il y avait une école aussi à Port-au-Prince. OK. Fait que les sœurs nous avaient reçus, là, dans leur mission. OK. Vous avez été impliqué également, comme expert, si je ne m'abuse, dans un recours collectif sur les implants mammaires. Oui, sur les implants mammaires. La compagnie Baxter. Donc, ouais, c'était quoi votre rôle? Ben, c'est-à-dire, c'était au point de vue médical. C'est-à-dire, notre but, c'était à un moment donné, le recours collectif a été accepté par Baxter. Alors là, il fallait distribuer les sommes qui avaient été, que Baxter était prêt à distribuer. OK. Bon, alors là, on nous engageait comme praticiens pour essayer de faire une espèce d'expertise pour voir à quel point il y avait eu des effets secondaires ou des effets néfastes, appelez ça comme vous voulez. Là. Mais là, on parle des implants de silicone, c'est ça? C'était au silicone. Des fissures dans les implants, c'était ça? Pas nécessairement, mais pas toujours des fissures. Okay. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était des implants qui dataient d'à peu près une vingtaine d'années. Et c'était dur, là. Et c'était vraiment... comme de la roche? Comme de la roche. Puis, tu sais, c'était... Souvent, il y avait une hypersensibilité. Puis souvent, ça causait des problèmes matrimoniaux. Parce que nous autres, on examinait le point de vue médical. Quels problèmes médicaux ça a pu lui donner? Mais les femmes nous reprochaient des problèmes psychologiques qu'on a eus, là. Vous ne savez pas c'est quoi. Il y a eu des divorces, il y a eu un beau-fin qui disait à son épouse, les seins de la voisine sont plus naturels que les tiens. Wow. C'est le genre de machin comme ça. Ça peut être alors, notre rôle à nous... C'est un peu délicat. Très délicat, hein. Surtout le dimanche matin après la messe. Ben, c'est ça. Alors, là, à un moment donné, nous autres, comme omnipraticiens, on faisait l'évaluation, disons, au point de vue physique. Et patiente par patiente. Oui, on prenait 1 heure à peu près pour évaluer. Pour déterminer, mettons, Madame X va avoir droit à tel montant. Non, moi, on fixait pas les montants. On fixait les problèmes médicaux qu'elle avait. OK. Puis, on donnait notre rapport à un interniste qui, lui, spécifiait un certain degré. Lui, il qualifiait. Il leur donnait des degrés. Et ensuite de ça, ben, là, ça allait aux avocats. Un recours collectif. Alors, combien ils recevaient au bout, je ne sais pas. Vous n'avez pas idée des montants, c'est ça? Donc? Non. OK. Mais j'en ai vu, là, qui avaient reçu 2 000 à 3 000 $. C'est pas des gros montants. Non, c'est pas des gros montants.
Les à côté de votre carrière, parce qu'on dit que, on parle depuis tout à l'heure, mais ça ne s'arrête jamais, là. Donc, la maison Don Rémy, les couvents des Carmélites, les Sœurs de la Charité, vous avez même traité des étudiants de l'Université Laval ou... c'est ça. Si je commence par Don Rémy, là, c'est quand je suis arrivé à Jonquière, j'avais pas de grosse clientèle, fait que j'allais 3-4 par matin, il y avait une clinique qui traitait toute une clinique de désintoxication. Don Rémy, ce sont des maisons destinées... Pour les alcooliques. OK, c'est ça. Puis on avait un type d'alcoolique un peu spécial dans ces années-là, dans les années 60. Tu sais, je vous parlais des bûcherons, là, qui descendaient du bois au printemps. Alors, il y avait des gens là-dedans qui étaient pas mariés, ils faisaient un gros salaire, ils arrivaient avec beaucoup d'argent. Puis là, quand ils arrivaient, ils reprenaient le temps perdu. Alors, ces gens-là avaient été sobres pendant tout l'hiver? Oui, c'est ça. Alors, c'était des buveurs cycliques. OK. Alors là, à un moment donné, ils se mettaient à boire, courir il y avait des maisons closes, même au Lac-Saint-Jean, dites-le pas. OK, parfait. Mais Bon, alors, à un moment donné, ils dépensaient leur argent là, puis tu sais, à un moment donné, il y en a qui venaient, je dirais pas en délirium, mais après délirium, là, il y en a qui venaient maganer pas mal. Okay. Alors, nous autres, on les traitait comme médecins, on est praticiens, là, on les traitait au point de vue médecine, là, point. Alors, ces gens-là pouvaient passer 6 mois à boire pas du tout. Non, mais ensuite, un autre 6 mois à boire constamment. C'est ça. Quand ils revenaient en ville. C'est ça. Ouais. Ils dépensaient tout ce qu'ils gagnaient. S'il n'y avait pas de famille, quand il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de compte à rendre à personne. Là. OK. Ça fait que... Puis quand vous alliez à Don Rémy, c'était comme médecin, donc, pour traiter ces gens-là. Okay. De temps en temps, on placotait avec eux autres, faisait le genre de psychothérapie. Ouais. Psychothérapie, là. Okay. Ça, on peut appeler ça de la psychothérapie. Là. Puis les couvents des Carmélites. Les couvents des Carmélites, c'est qu'à Dolbeau, il y avait un couvent carmélite. Puis il y avait un de mes collègues qui allait là régulièrement. Puis, tu sais, tu rentres pas dans un Carmel comme un moulin, hein? Ça fait que lui, quand il partait en vacances, c'est moi qui le remplaçais. Ça fait que je disais au point de vue, si vous voulez m'évaluer au point de vue moral, sachez que j'ai fréquenté un Carmel. Puis là, tu sais, j'allais voir ces sœurs-là, puis c'était des Vietnamiennes. Mais il était assez ouvert. Puis c'est le médecin qui allait là régulièrement, il m'avait dit, j'aide-toi pas. Il dit, je leur ai dit, moi, quand j'examine quelqu'un, c'est sur la peau. Comprends-tu? Est-ce que c'était un cloître? C'est un cloître. Okay. Ah oui, c'est pour ça, je dis c'était un cloître. C'est le seul homme qui rentrait là. Alors, il y a mon collègue qui rentrait, puis moi. Okay. Puis là, quand on rentrait, là, à un moment donné, il y avait la sœur qui nous accompagnait, elle avait une petite cloche, puis là, elle sonnait à la cloche. Puis là, tu voyais les portes qui se fermaient pour toi, en avant de toi. Est-ce que la sœur qui vous accompagnait, est-ce qu'elle supervisait la consultation ou étiez-vous seul avec votre patiente? Oui, elle était là. Hein. Pendant la consultation? Me semble. Je n'ai pas un gros souvenir, mais me semble. Ça pouvait être quel genre de problème de santé? Un peu de tout? Un peu de tout. Ça, j'avais des problèmes, là. C'était des sœurs relativement jeunes, alors c'était surtout des problèmes, là. Des problèmes gynécologiques. OK. Mais moi, je les examinais pas au point de vue gynécologique. Ah non? Non, je les envoyais à un gynécologue. Donc, je disais à la sœur, j'ai dit, moi, je faisais pas d'examen gynécologique. S'il y a un problème gynécologique, il va vous envoyer à un gynécologue. Moi, je pouvais demander de consultation. Un gynécologue, il s'en allait pas, là. Est-ce que le gynécologue devait se déplacer à ce moment-là au cloître ou... Je sais pas. Vous savez pas? Je sais pas. OK. Je sais pas comment ça se passe. Mais c'est des problèmes courants, là. De temps en temps, une petite réparation de plaie, puis des petites affaires de même, là. OK. Puis, ensuite, les Sœurs de la Charité... Les Sœurs de la Charité, ça me... Tu sais, dans mon CV, pour moi, c'était beaucoup parce que je travaillais avec des sœurs hospitalières. Les sœurs étaient propriétaires. J'étais à Robert Gifford. Elles étaient propriétaires de l'hôpital. Je travaillais avec des sœurs infirmières, alors qu'ils m'aient choisi, moi, pour aller à la maison mère des Sœurs de la Charité. Ça, on est à Québec, là. On est à Québec, là, les Sœurs de la Charité. La maison mère des Sœurs de la Charité. Fait que là, c'est qui m'avait choisi là pour. J'arrivais là, monsieur, les petites tasses à faïence, les petits cafés, puis les petits gâteaux. Okay. Non, j'étais bien traité. OK. Mais tu sais, c'était dur parce que j'étais leur docteur.
Ça veut tout dire. Hein. Tu sais, je reçois un appel un samedi, puis je te dis ça. Docteur Saint-Cyr, nous sommes au centre d'achat. Nous devons changer vos sarraux. Quelles sont vos mesurations? OK. Vos mesurations, c'est correct comme ça? Votre taille. Mention, je dirais pas mes mesurations. Bon, alors, c'était ça. Alors, tu sais, il était accaparante un peu. Je décide de prendre des vacances, puis la sœur a dit, eh bien, vous nous avez pas consulté. Bon, alors, franchement, je n'avais pas pensé à ça. Faut-tu que je demande aux sœurs pour prendre des vacances? OK. Fait que, tu sais, c'était un peu accaparant. Mais j'ai fait ça pendant plusieurs années. OK. Mais c'était une clientèle très agréable. Hein. J'imagine. Puis ensuite, il y a eu l'Université Laval aussi pendant un certain Ben là, temps? l'Université Laval, oui, ça, j'avais apprécié ça aussi, qui m'interpelle pour que j'aille faire la consultation, là. OK. J'allais le soir. Parce que pour moi, j'étais habitué de travailler 7 jours par semaine. Fait qu'aller travailler 3 soirs par semaine, ça me dérangeait pas trop. C'était pas grand-chose. Puis d'ailleurs, j'y allais, je pense, juste un soir ou 2. Je dépassais pas 2 soirs. OK. Fait que ça, c'était ma sortie un peu, là. J'en profitais, mon épouse a appelé ça ma sortie de vieux garçon. J'allais manger au restaurant après ça, puis, tu sais, je prenais ça aisé, là. Okay. C'était comme une sortie pour moi. OK. Pendant ce temps-là, la famille vieillit, j'imagine. Les enfants vos filles ont quitté ou... Rendu... j'étais encore en Chauveau, parce que, regarde, ma fille, écoute, moi, j'avais des connexions, normalement, à Québec. Ma fille aurait pu étudier à Québec, mais elle s'en allait en audiologie orthophonie. Je sais pas si ça se donne aujourd'hui à l'université. Probablement. Probablement, mais ça se donnait pas dans le temps. OK. Fait qu'elle s'est en allée à Montréal. OK. Fait qu'elle m'a quitté pendant que j'étais encore actif à Robert-Gifford. À Robert-Gifford. À Robert-Gifford. Dites-moi, docteur Saint-Cyr, vous avez connu, vous, le début de l'assurance maladie, là, donc, oui. Dans les années 70. Il y avait eu l'assurance hospitalisation dans les années 60 aussi. Oui, ça, mais je pense que l'avenue de la RAMQ, la carte soleil, ça a été plus marquant, je pense. Est-ce que je me trompe? En 70. Mais en 66, là, j'étais en pleine activité. En 66, il y a eu une assurance maladie pour les gens démunis. OK. Alors là, on avait notre clientèle qui nous payait pas, qui nous payait bien. Puis mes collègues, de temps en temps, faisaient des farces. C'est notre meilleure clientèle, dans le fond. Celle qui avait l'assurance. Qui avait l'assurance. Parce que vous étiez payé à chaque fois. T'as payé à chaque fois. C'est ça. Puis ensuite, l'avenue de la RAMQ, j'imagine que ça a dû changer complètement la pratique. Moi, je suis rentré à Robert-Gifford en 69. Puis c'était en 70. Alors, nous autres, à Robert-Gifford, on était payés à honoraire fixe. OK. Alors, moi, j'ai pas vécu ça. OK. J'ai pas vécu ça. Vous n'avez pas eu d'impact sur votre pratique? Non, j'ai pas eu d'impact. C'était... Puis, je ne sais pas quelle a été la position de la FMOQ à ce moment-là. Bien, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait eu la grève des médecins spécialistes. Ah, ben oui, puis mon frère était spécialiste, hein. Mon frère Jacques, qui était aux États-Unis, puis il m'appelait régulièrement. Qu'est-ce qui se passe à Québec? Tout ça. OK. Fait qu'un bon matin, c'est-à-dire un bon jour, ils ont eu un avis. Si vous n'êtes pas lundi matin à 8 heures au travail, on saisit vos biens. Incluant la maison. La maison. Mon frère est revenu, je ne dis pas comment. Là, OK, lui était parti pendant la grève. Il était parti pendant la grève et il y a plusieurs qui se sont isolés à l'extérieur en disant, ils ne nous toucheront pas. Mais j'ai ouï dire qu'il y en a qui avaient peur même pour leur santé physique à l'époque. Des médecins. Non, mon frère, lui, il était aux États-Unis. Il me dit, qu'est-ce que tu fais, là? Il dit, il était bien logé, là, je pense. En attendant, mais il dit, c'est talent, parce qu'il dit, j'ai une clientèle, puis là, il dit, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que les médecins omnipraticiens n'ont pas fait la grève. N'ont pas fait la grève. Eux ont accepté l'entente gouvernementale. Ouais, je pourrais pas vous en parler tellement parce que moi, j'étais en dehors du système. Fait que vous, c'est pas quelque chose que vous suiviez. Pour les gens qui sont intéressés, ce qui est important de noter aussi, c'est que cette grève des médecins spécialistes est en même temps que la crise d'octobre. Oui. Donc, ça faisait comme 2 gros dossiers pour le gouvernement. Oui. En même temps. Puis nous autres, la grippe, c'est-à-dire la crise d'octobre en 1970, moi, j'ai vécu ça de façon très
très facile. Là. Dans le fond, on allait se promener. Il y avait des soldats qui traînaient là, on leur parlait. Puis c'était pas pire que ça, vous? Non, ça n'a pas été dramatique. Là. Parce que parfois, quand on entend des reportages de l'époque, et pour certains, c'était un psychodrame non, collectif. Moi, ça n'a jamais... Je sais pas, moi, j'ai jamais vécu ça avec les psychodrames. C'est pour ça, peut-être, que j'étais en bonne santé. non, mais c'est vrai. Tu sais, je me disais que c'est pas dangereux pour moi, là. Je ne verrai pas me chercher. OK. Vous vous sentez pas menacé? Je ne me sentais pas menacé. J'allais en ville, pareil. Puis, mais vous rappelez-vous, mettons, quand Pierre Laporte est mort, là? Oui, ça a été dramatique pour nous autres, ça. Okay. Puis l'autre, là, James Cross. James Cross. Ça, mais lui, il a réussi à s'en tirer, mais un ministre là, avait trouvé ça un petit peu spécial. Mais aviez-vous peur à l'époque, maintenant, d'une révolution? Non. Ben, on y pensait, mais excusez, mais peut-être qu'on était un peu séparatistes. OK. Non, mais quand même. Ben oui, mais tu sais, au début, quand René Lévesque est arrivé avec sa gang, moi, j'ai embarqué là-dedans au départ. Non, c'est ça. Ben oui. Puis j'ai débarqué parce que j'ai dit, ça se peut-tu qu'ils ont été combien de temps au pouvoir? Jamais ils nous ont présenté un budget. Qu'est-ce qui va se passer si on se sépare? Jamais on a eu ça. Moi, j'avais un condo à louer aux terrasses du Vieux-Port. Là, il y avait plein d'édifices fédéraux dans ce coin-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, ces affaires-là? J'avais des parents qui travaillaient au fédéral. Comment est-ce qu'ils vont être payés? Qu'est-ce qu'ils font avec? Jamais on a entendu parler de ça. Fait que moi, ça me déçut profondément. Puis là, ils vont en reparler encore, puis on ne saura jamais. Ça va coûter quoi, une séparation? En fait, on est le 7 octobre, mais lorsque l'épisode va être en ondes, Paul Saint-Pierre Plamondon est supposé présenter prochainement un budget de l'an 1. Donc, on devrait avoir une ébauche. Et je pense que François Legault, à l'époque, parce qu'on se rappelle que François Legault était ministre péquiste, a été ministre de la Santé d'ailleurs, avait présenté aussi un budget, mais effectivement, il y avait une incertitude déjà à l'époque. Mais c'est ce qui vous retenait finalement? Ce qui vous empêchait d'adhérer complètement? Oui, puis je trouvais que ça allait nulle part. OK. Je trouvais que ça allait nulle part. Okay. Puis, tu sais, à Robert Gifford, on a eu un interniste qui était à Chicoutimi pendant que je faisais mon internat et qui, ce qui plus est, avait pratiqué à Benel dans ses années antérieures. Ça fait que, tu sais, j'étais vraiment bien avec. Puis là, lui, il était tanné. Alors, il s'est emmené comme interniste à Robert Gifford. Et son frère était ministre, un Lessard. Je ne sais plus de son nom, là. OK. Un Lessard. Alors, tu sais, j'étais pas mal au courant de ce qui se passait. Puis, je sais pas, là, je trouvais que ça s'en allait nulle part. Puis, ça me faisait peur aussi. Je disais, on va se ramasser où? Comment? Okay. Parce que là, j'étais à pleine activité, mais je voulais continuer à vivre. Hein? Non, je comprends. Je savais pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais qu'ils nous le disent ce qui arrive, puis là, on pourrait prendre des décisions éclairées, comme vous dites. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Quel souvenir avez-vous, mettons, de Pierre-Éliott Trudeau à l'époque, comme ennemi de René Lévesque? Moi, regarde.
quand j'étais étudiant, je lisais une revue que lui cautionnait avec les deux colombes. Les deux colombes, je me rappelle pas du tout. Cité libre. Cité libre. Puis d'ailleurs, j'ai des photos de mon voyage de noces avec une revue de Cité libre. Quand même. Mais chance, ma femme n'est pas là, elle l'a pas vu. C'était pas, c'est sûr que je ne les ai pas lus. OK. Mais disons que je le trouvais arrogant. C'était un homme très arrogant. Mais on avait l'air juste avec. OK. Hein? Quand tu as rencontré les ouvriers de... Tu sais, les ouvriers qui étaient en grève, là. La grève d'asbestos? Non, pas Non. là, tout près d'Ottawa. OK, ça, je... En tout cas, il y avait eu une rencontre avec, puis les gens l'avaient apostrophé. Puis d'ailleurs, je peux vous dire ça, parce que c'était très public. Il leur avait dit de manger de la merde. OK. Vous vous souvenez pas de ça? Non, ça m'écoute. Je vais faire des recherches. Vous ferez des recherches, il leur avait dit ça. Textuellement. Ouais. En tout cas, si vous le trouvez pas, vous enleverez ça. Non. Non, mais j'ai pas inventé ça, je vous le jure. Je délire pas encore. Mais ça ne me surprend pas, venant de lui. Je cherche le nom. Mais tu sais, moi, je l'admirais pour ça. Écoute, quand il avait quelque chose à dire, il le disait. On savait où il allait, lui. OK. Puis tu sais, c'est pour ça qu'il nous a influencé beaucoup. Hein? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Dites-moi, aimez-vous ce que vous voyez dans le réseau de la santé aujourd'hui ou vous êtes déçu un peu de la tournure des événements? Non. Moi, d'abord, je vais parler du réseau. Puis après ça, on pourrait parler de la... Moi, je fais une différence entre le réseau et la médecine d'aujourd'hui. On parle du réseau. Moi, le réseau aujourd'hui, là, je trouve qu'il y a eu trop de changements. Là. C'est rendu, là, tu sais, tu sais plus à qui tu parles, hein? Puis il y a plein de structures, il y a de structurites là-dedans. Puis j'ai un psychiatre avec lequel j'étais bien ami à Robert Gifford, puis je le rencontrais, là, pas pour moi, mais quelqu'un de... Bon. Puis lui, il gardait la photo de notre dernier ministre de la Santé, là. Récemment, là? Non. Avec... voyons... Okay, radiologiste, là. Voyons. Dr. Barrett. Dr. Barrett. Puis lui, il l'acceptait pas, ça. Il avait sa photo. J'ai dit, puis vous gardez sa photo? Non, il dit, c'est pour le haïr. Oui, c'est ça, pour lancer des dards. Pour lancer des dards, je sais pas. Alors lui, il me contait, regarde, moi j'avais vécu à Robert Gifford. Il dit, ça existe plus, Robert Gifford. On n'a plus de personnalité, là. Il dit, là, à un moment donné, au CMDP, là, il dit, on doit être à peu près 1000, je sais pas quoi. Tous les médecins là, qui gravitent, qui ont un certain département de psychiatrie, et on gravite tout autour de nous autres. On n'a plus de lien, là, on n'a plus on n'est plus chez nous. Alors ça, il déplorait ça. Puis, tu sais, il se passait plein d'affaires aussi. Un interniste qui allait là en consultation, qui me dit, écoute, à un moment donné, l'administration, on dit, les médecins, là, qui fassent comme tout le monde, qui se trouvent un stationnement le matin. Oh, pardon. Alors, il dit, moi, à un moment donné, quand je viens en consultation, il dit, je peux venir à 9h, à 10h. Alors, on n'a plus de stationnement. Il dit, je suis obligé de faire le tour, de me promener, aller-retour. Fait que là, il dit, je m'apprête à partir. Il dit, je resterai pas ici. Tu sais, regarde, il perdait, moi, c'est un médecin interniste que je connaissais, c'était une sommité. C'était un médecin généraliste en médecine interne. Puis il y a un cardiologue de l'hôpital Laval qui m'avait dit, votre interniste, là, c'était un super bonhomme. Bon. OK, bon. Alors, tu sais, c'est tout ça, là. Tu sais, puis tu sais, je me disais, à travers tout ça, là, ben oui, c'est plus comme avant. Moi, avant ça, j'étais membre honoraire de Robert Gifford, du CMDP, mais ça n'existait plus, ça. On avait des rencontres, au moins aux fêtes, puis là, il n'y avait plus de rencontres. Puis, tu sais, on a perdu une espèce sentiment d'appartenance. Ouais, il n'y avait plus de sentiment d'appartenance, là, avec Robert Gifford. Puis, tu sais, des hôpitaux, là, comme Chauveau, Christ-Roi, Jeffrey, Saint-Anne-de-Beaupré, là, ça a été dans mon temps, ça. Ça, c'était des hôpitaux de proximité. Tu sais, où, si je vous parlais de Chauveau, là,
M. Barcotte qui était là, lui, comme il dit, je suis arrivé à Chauveau en culotte courte comme servant de messe. C'était un gars de la place. Fait que si vous vouliez le rencontrer, allez pas sur le bureau, vous allez vous promener sur les corridors, vous allez le rencontrer. Fait que s'il y a un problème, je me souviens, à un moment donné, j'étais à un moment donné aux archives, puis là, j'étais en train de parler avec un archiviste, puis elle disait, gars, ma chaise, j'ai mal dans le dos. Lui, il arrive là, tu sais quoi, ton mal dans le dos? Ben, je dis, j'ai une chaise qui n'est pas adéquate. Il va chercher la responsable. Trouve une chaise d'ici à demain matin. Tu sais? Aujourd'hui, ça prend 1 mois faire ça. Ben, si vous l'avez. Si vous l'avez. Fait que je vous dis, c'est des hôpitaux de proximité, on verra plus ça, puis c'est de certaine façon, je suis d'accord, c'est normal. On vit plus comme dans le temps, là. Tu sais, je me souviens, dans le temps que j'étais à Chauveau, c'est que il y a des médecins, les chirurgiens en particulier, ben, ils voulaient donner les traitements aussi, donner des traitements là, de chimio puis tout ça. Mais nous autres, à Chauveau, pour donner des traitements chimio, on n'était pas organisés pour ça. Ça prenait une note, puis tout le kit, là, bon. Alors, tu sais, c'est ça, on n'était pas équipés pour faire ça. Mais aujourd'hui, ben, c'est ça qu'on a été obligé de dire aux gens, et envoyez-les ailleurs. On peut pas s'équiper pour ça. Mais vous parliez des hôpitaux de proximité comme Chauveau, Christ-Roi ou autres, puis même la particularité de Québec, et une chose que les gens ne réalisent pas souvent, c'est qu'il n'y a pas d'hôpital communautaire à Québec. Tous les hôpitaux sont dans le giron universitaire. Donc, moi, j'ai toujours perçu ça comme un problème, là, parce que ça vient mélanger des soins primaires avec des soins tertiaires. Donc, dans un hôpital de soins oncologiques tertiaires, vous traitez des patients avec des appendicites ou des hernies inguinales. Je ne suis pas certain que c'est une bonne utilisation des ressources. Comprenez-vous? Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai été DSP. Je suis d'accord avec donc, vous. Vous voyez pendant que j'étais à Chauveau, justement, parce qu'à Chauveau, ils commençaient tranquillement là, à nous éloigner des services qu'on donnait. Mais à Chauveau, il y avait 4 chirurgiens, il y avait 4 anesthésistes, il y avait 4 ophtalmologistes, puis il y avait 4 gynécologues. En tout cas, disons qu'on avait une bonne équipe, mais on donnait des soins, vous les appelez de première ligne, des soins de première ligne. On pouvait les donner, puis je pense qu'on les donnait bien. On avait même un service d'obstétrique. On faisait à peu près 2000 accouchements par année, puis on donnait de très bons services. Puis un bon jour, ben le service de psychiatrie, de pédiatrie universitaire est venu nous visiter. Puis il a dit là, votre service de pédiatrie, il va falloir transférer ça au CHUV. Ça commence comme ça. Hein? Ben ça a commencé avec un service. Mais la pédiatrie de base, t'es capable de donner ça à Chauveau. Puis je vous dis qu'il y avait du service, là. Mais puis en fait, ça va dans les deux sens parce que il y a plein d'autres enjeux. Là. Vous vous retrouvez finalement des clientèles qui sont complètement différentes, compétitionnent pour l'accès. Puis avec la baisse ou la difficulté pour avoir l'accès aux soins, finalement, vous avez le travailleur de 25-30 ans qui a une hernie inguinale, qui est peut-être à certains égards retenu ou absent du travail à cause de cette condition-là, qui compétitionne pour une place en salle d'opération avec le malade qui a un cancer du pancréas. Ça a comme... Ben là, c'est dur à suivre. Ben là, je vous suis, là, puis je suis content d'entendre votre réflexion, parce que vous êtes dedans, là, vous vivez ça à tous les jours. Mais, tu sais, dans le fond, la médecine, là, je ne sais pas, moi, je vis pas à Montréal, là, mais les services, si on parle des services, en parenthèse, les grands services, ça doit pas être la même chose à Montréal qu'à Québec, qu'à Robertval, qu'à Dolbeau, c'est certain. Je sais pas, moi, à Chibougamau, tant qu'à y être, là. C'est pas la même chose. Non. Alors, pourquoi on donne vraiment des structures identiques pour tout ce monde-là? Ça se peut pas. Ouais. Moi, j'ai de la misère à comprendre ça, là. En fait, l'impression que l'on a aussi dans le réseau, là, mais ce n'est jamais dit, c'est qu'il y a beaucoup des réformes qui sont mises en place à l'échelle provinciale qui sont parfois faites pour régler des problèmes régionaux. Mais la réforme est provinciale alors que le problème, parfois, est l'île de Montréal, par exemple. Donc, l'accès à la médecine spécialisée sur l'île de Montréal est un problème.
on crée une structure à l'échelle de la province, alors que l'accès à la médecine spécialisée à Bécomo, pour dire quelque chose, n'est pas un enjeu de la même nature du tout. T'sais. Mais on va mettre en place la même structure là, de prise de rendez-vous, de référence. Ouais. Vous m'arrachez des mots de la bouche, là. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, dans le fond, que je ressens. Je dis, c'est pas... Je peux pas vous parler, même pas vous parler de la médecine de Dolbeau actuellement, mais je suis certain que j'ai encore 2 sœurs qui demeurent là, 2 de mes sœurs. Puis ils disent, on a accès à un médecin spécialiste facilement. C'est ça. Puis médecin généraliste encore plus. Puis tu sais, c'est pas pareil. Ils ont l'accès facile, là. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Dites-moi, vous avez eu une très longue carrière. Seriez-vous capable d'identifier un plus beau souvenir ou c'est une tâche impossible? Ça me fait broyer quand vous dites ça. Okay. J'étais à Manel, puis il y a un monsieur qui rentre sans frapper dans mon bureau. J'avais quelqu'un. Il arrivait avec son bébé, un bébé. Puis il faisait des arrêts respiratoires. Fait que moi, je l'examine, j'y trouve ordinaire, puis là, j'ai dit, tu traiteras pas ça de Dolbeau, là. On s'en va à Chicoutimi. Fait que le monsieur, je monte avec mon auto, c'est lui qui conduit mon auto. Moi, je me mets à côté avec le bébé. Avec le bébé, puis tourne, elle réanime. Il y a quel âge? Il y avait peut-être pas un an. Un bébé, là. Je vous parle d'un bébé. Vous avez laissé la salle d'attente pleine, vous, là. Oui, puis là. Tu sais, c'est ça, en campagne, tu sais, les gens, à un moment donné, quand j'avais un accouchement, là, je quittais ma salle, le bureau, puis à la course. Mais les gens, par contre, ils savaient. Je pouvais pas leur compter de l'entrée, ils savaient qu'une telle femme allait accoucher. Bon, en tout cas. On revient à... je reviens. Alors, à un moment donné, tout le long, moi, quand il arrête de respirer, je donne un massage, même d'insuffler. Okay. Puis tout le kit, là, parce qu'il dit, on va le perdre. Puis j'arrive à Chicoutimi. En arrivant, ils le prennent, puis ils l'envoient aux soins intensifs. C'est-à-dire, ils le prennent tout de suite, puis ils disent, inquiétez-vous pas, on l'envoie à Sainte-Justine de ce pas. Je sais pas s'il y avait un avion ou quoi que ce soit. En tout cas, ils l'ont pas gardé à Chicoutimi, puis c'était un hôpital régional. Ils l'ont envoyé directement à Sainte-Justine. Bon. Fait que mon histoire, là, c'est que, fait longtemps, trentaine d'années peut-être après, je vois Dolbeau régulièrement, parce que, écoute, j'ai des sœurs qui sont là, j'ai des parents, puis j'ai des amis. Fait que là, je rencontre un gars, il me saute au cou. Il m'avait sauvé la vie. Excusez, mais c'est la même encore. Incroyable. Ouais. C'était le jeune bébé d'1 an. 1 an. Puis là, monsieur, 30 ans, un beau bonhomme, un homme dans la force de l'âge, prend par le cou. Sur le coup, j'aurais dit, c'est ce qui se passe. C'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Mais vous, l'histoire, vous vous en souveniez parfaitement. Ben là, on se souvient de ça toute sa vie. Hein. OK. Puis tu sais, à un moment donné, dans le temps, j'étais à Albanel, à un moment donné, il y a une femme qui m'appelle, une femme très timide, demeure à Gironville, puis elle dit, ma petite fille, dit à quel âge, votre fille, 15 ans, puis elle dit, elle a mal au ventre, puis elle fait de la diarrhée, puis ça va pas. Puis j'essaye de dire, avez-vous des remèdes? Puis elle dit, non, elle dit, c'est pas ça. Ben, c'est quoi?
D'accord, je dis, venez me voir, là, parce que je comprends pas ce qu'elle a. Hey, la petite fille arrive à 15 ans, enceinte, en travail. En travail à 15 ans. Elle dit, je veux pas qu'elle accouche à Dolbeau parce que j'ai des parents là. J'ai une voisine qui est infirmière. Puis là, moi, je la prends. Elle s'assoit dans mon auto. Encore une fois. Puis je vais la conduire à Alma. Alors, moi, j'arrête avec la petite fille à Alma avec sa valise. Ben, on va au département d'obstétrique. Puis l'infirmière, elle dit, c'est votre premier. Donc, je compte l'histoire. Puis elle dit, on va s'en occuper. Tu sais, c'est-tu des histoires de même qui... Mais des histoires comme l'histoire du jeune enfant d'un an, ça faisait un peu de vous une légende aussi, à quelques égards? Oui, puis regarde, à un moment donné, j'ai une femme que je connais bien, qui est diabétique, puis qui a des problèmes hépatiques aussi, là, tu sais, puis à un moment donné, elle est dans le coma. Fait que là, elle demeure à Girardville, puis, tu sais, quand je vous parle des familles de 12, 13, 14, 15 enfants, là, alors j'arrive là, j'étais à peine capable de rentrer dans la maison, tant qu'il y avait du monde. La maison était pleine de monde. Et quand tu arrives là, tu sais, tu commences à pratiquer, là, c'est dans tes premières années, là, au pédale, tu sais, il fait chaud. OK. Il fait chaud, là. Mais je la connaissais. J'ai dit, d'après moi, elle soit en hypo ou en hyperglycémie. Avec un genre de coma diabétique. Le coma diabétique. Bon. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai pas aucun risque, même si elle est en hyper, aucun risque à y donner du glucose. Fait que tu avais des grandes seringues de 50 cc. Là, c'est plein de monde qui me regarde. Il faut faire la ponction veineuse. Ouais, c'est ça. Tu fais une ponction veineuse, puis tout le monde me regarde. Tu sors une seringue longue de même. Là, pour nos auditeurs, quand vous dites longue comme ça, là, vous montrez que presque non. deux. J'ai tendance à exagérer un peu par une seringue avec laquelle il y a 50 cc. OK. C'est une belle grosse seringue. C'est une belle grosse. Alors, j'y rentre ça. Puis là, les gars me regardaient. Ça, les gens, ils appelaient ça, c'est la piqûre pour la vie ou la mort. Elle était comateuse. Fait que là, tu lui donnes du glucose, elle est en hypo. C'est merveilleux. Elle se réveille. C'est merveilleux, elle se réveille tranquillement. Qu'est-ce que vous faites ici, toute la gang? Non. Ça, c'est des beaux moments. Ouais. Ouais. C'est ce qui donne le goût de quoi? Ouais, c'est ça. Continuer. Ouais, c'est ça. Ouais. On en a parlé tout à l'heure en commençant, puis vous m'aviez dit que c'était peut-être la question qui vous embêtait le plus, c'est à votre âge vénérable, votre définition de la santé. Ben, moi, la définition de ma santé, là, je me dis, c'est d'être bien dans ma peau. Moi, je fais de l'arthrose. Je marche avec une canne, là, juste parce que j'ai une arthrose dans le genou. À part de ça, j'ai aucun problème médical. Je prends pas de médicaments, rien. Mais, je fais de l'arthrose. Mais je me considère en excellente santé pareil. OK. Parce que je suis bien dans ma tête, ça me dérange pas. Mais moi, je pense que c'est d'être bien. Mais est-ce qu'on peut dire, comme je vous disais tantôt, que quelqu'un qui fait du diabète, quelqu'un qui fait de l'hypertension, et mettez-en, là, des pathologies, vous pourriez m'en trouver. Bon, est-ce qu'il est en santé? Tu sais... Ça dépend parfois certaines de ces maladies-là peuvent être bien contrôlées. Là où ça devient un enjeu, c'est quand ça s'accumule. On en parlait tout à l'heure, là, parfois des jeunes patients qui souffrent d'obésité morbide, puis c'est ça. Là, ça s'ajoute le diabète, l'hypertension, puis on voit, tu sais, comme médecin, vous vous en rappellerez, souvent, nous, on voit venir la morbidité à long terme. T'sais, on voit des patients, parfois, on le sait ce qui s'en vient. Ouais. On a un gars de 40 ans qui pèse 400 livres, qui est déjà hypertendu, diabétique. On a une bonne idée de ce qu'il va être dans 10 ans, tu sais. Mais vous, les patients ne le savent pas. Mais vous, est-ce que vous le considérez en bonne santé? Ce gars-là, si lui se dit, j'ai pas de problème. Il arrive avec ses 350 livres, il dit, j'ai pas de problème. Lui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Lui se considère en santé. Ben, moi, pour moi, c'est plus une bombe à retardement, peut-être. Mais pour moi, c'est ça, la santé, c'est de se considérer en santé. Okay. Moi, je me considère en santé. Mais en fait, je vous regarde et vous l'êtes. Là. Je peux vous le dire. Là. OK. En tout cas, j'espère que je dérape pas trop, parce que pour moi, être en santé, là, c'est d'être bien entre les deux oreilles. Tant que je serai bien entre les deux oreilles, là, je vais essayer de rester ici. Non, mais vous avez été tellement actif dans votre vie, quand vous étiez au travail, tout ça, j'imagine que
la prévention pour votre propre santé, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensiez ou Non. vous étiez trop occupé? Non, puis Avez-vous déjà fumé, par exemple? Non, ou, j'ai jamais fumé. OK. Mais ça c'est à cause de ma promenade. C'est-à-dire, j'ai fumé une fois pendant que j'étais au séminaire, puis si je m'étais fait prendre, je me faisais sacrer dehors. Ça fait que là, on était 2 gars, puis on avait un paquet de cigarettes Sweet Caporal. Vous connaissez pas ça? Non. Non, je connais peut-être avec une bière d'or, non? Ben non, on n'avait pas de bière au séminaire. Là, ça aurait été l'enfer. Fait que, on avait fumé tout le paquet. J'ai été malade, Docteur Gagné. J'ai été malade, comme ça se peut pas. J'étais vert, bleu, je sais pas quoi. Mais j'ai jamais fumé de ma vie. OK. Point à la ligne. Est-ce que, parce que vous étiez très sportif dans votre jeunesse, oui. êtes-vous demeuré actif au niveau physique en vieillissant durant votre carrière professionnelle? Je faisais de la bicyclette surtout, avec OK. mon épouse. Ça a été l'objet c'est-à-dire la destination de nos voyages souvent, là. Je parlais l'hiver, on allait dans le sud, mais l'été, là, s'en aller, mettons, on s'en va à Ottawa, puis on prend le long de Le canal Rideau. le canal Rideau. On prend le canal Rideau. On s'en va jusqu'au canal d'Or, là, je sais pas, dans ce coin-là. Mm-hmm. Puis ma fille a demeuré un bout de temps dans le coin. Fait qu'on prenait à la bicyclette, on prenait le pont Champlain. Il y a un pont Champlain là, qui relie Gatineau. Il y a un petit pont Champlain. On arrivait à plein centre d'Ottawa. OK. Fait qu'on faisait beaucoup. J'ai fait beaucoup de bicyclette avec mon épouse. Puis mon épouse aimait ça. Ça, c'était le sport que je faisais. Puis de la natation, ça, j'en ai toujours fait. Vous en faites encore, d'ailleurs. Ouais, mais j'ai été un grand bout de temps sans en refaire. Quand me suis fait construire une maison en 88. Fait que la maison que j'ai fait construire, là, j'ai pas fait de piscine à l'extérieur. Alors, j'avais plus de piscine extérieure. Fait que là, j'ai arrêté de faire de la natation. OK. Mais, par contre, avant ça, j'avais un chalet au Lac-Saint-Jean. Puis d'ailleurs, dans les premières années aussi, en 88, quand j'allais à mon chalet au Lac-Saint-Jean l'été, la première chose qu'on faisait, on se tirait à l'eau. Mm-hmm. Puis moi, j'avais un chalet dans ce qu'on appelait à Saint-Gédéon le rang des îles. Fait que le rang des îles, on se rendait à une île. On était capable de nager des distances, là. OK. Mais Fait que je faisais beaucoup de sport. Mais le fait d'arriver à votre âge en si bonne santé, pour vous, pensez-vous que c'est un privilège? C'est un privilège. C'est un privilège. Je vous contais que j'ai un frère qui est curé, puis il me disait je prends pas de médicaments, ça va bien. Il dit arrête de te vanter, puis remercie le bon Dieu. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, ça, on parlera pas de ça. Les gens en parlent moins de ça aujourd'hui. L'autre... Mais il y a 90 ans. Donc, ça vit vieux dans votre famille. Oui, mon père est mort à 95 ans, ma mère à 91 ans. Mon frère Jacques, que je parlais, qui était Gérard, est mort à 92. Puis, les gens meurent en haut de 80. Là, c'est fantastique. Ouais. Ouais. Dites-moi, on approche la fin, puis chose que vous avez connue, dans le fond, la médecine privée. Avant l'assurance maladie, vous étiez dans une pratique privée. Puis là, ça revient au goût du jour, la médecine privée. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ou ça menace notre réseau public dont on est si fiers là, depuis 50 ans? Moi, je trouve ça triste, mais pour quelqu'un qui en a besoin, moi, j'ai failli y aller, là. Vous savez, hein, j'avais une hernie. Bon, puis là, j'ai dit, si ça retarde trop, je vais y aller. Parce que j'allais plus me baigner, parce que j'avais une hernie. C'était inconfortable. C'était vraiment très inconfortable, ça. Donc, vous seriez plutôt pour si ça aide? Pour. Pas contre? Pas contre, mais faudrait qu'on l'oublie parce qu'on a des ressources pour l'oublier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais, regarde, je ne sais pas, mais réorganiser le système de santé pour que ce soit accessible à tout le monde, que les gens ne pensent pas d'aller là. OK. Vous êtes chirurgien, vous avez accès à une salle d'opération combien de fois par semaine? Moi, je suis chanceux parce que j'ai accès peut-être une journée et demie, 2 jours par semaine. Ce qui est beaucoup. Ça n'a pas de bon sens. Vous trouvez que c'est pas assez encore? Écoute, moi, là, quand j'étais à Chauveau, les gens y allaient tous les jours. Mais je trouve que ça n'a pas de bon sens. Vous avez une formation spécialisée en chirurgie.
Puis vous allez juste une fois par semaine, ça n'a pas de bon sens. Mm. Vous devrez pouvoir y aller aux besoins, puis il y a des besoins, il y en a. C'est pas moi qui va faire un dessin là-dessus. Vous le savez que les gens ont besoin de chirurgie. Ça me fait mal au cœur de savoir que les gens n'ont pas accès à la chirurgie. Ça me fait mal au cœur. Alors qu'il faudrait qu'ils trouvent une façon de régler ce problème-là. Mais parfois, vous me direz ce que vous en pensez, parfois j'ai l'impression que la santé au Québec, c'est comme la religion il y a 50, 60 ans, puis que le modèle public, c'est comme si on ne pouvait pas se permettre de le remettre en question. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on questionne la place de l'Église puis de la religion. Puis on dirait qu'actuellement, c'est un peu la même chose. Donc, le modèle public, c'est comme quelque chose qui est mis en haut. C'est ça. Puis on ne peut pas l'attaquer. Oui. Donc, on ne veut pas vraiment laisser une place au privé. Puis ce qu'on voit ou ce que je perçois, c'est que les réseaux privés se développent quand même, mais ils se développent un petit peu puis ils développent en dessous du radar un peu. Là. Par exemple, pour l'hospitalisation, maintenant, des cliniques privées offrent un hébergement en condo en face de la clinique, mais c'est pas vraiment de l'hospitalisation parce qu'une clinique privée ne peut pas hospitaliser, mais c'est presque un hôpital. On voit ça s'en venir tranquillement. Là. Ben, moi, dans ce cas-là, je dis oui. Moi, je dirais, en autant qu'on reçoit les soins. Mm-hmm. Moi, globalement, là, je dirais, êtes-vous pour ou contre? Moi, je suis pour qu'on ait les services requis. Ben, je dirais pas peu importe comment, là, mais si vous allez dans une ressource privée, ben, vous arrivez avec vos compétences. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il y a des vases communicants à travers ça. Puis, c'est ça. Tu sais, puis... À suivre. On aura la réponse. Non, mais je vous dis ça, je peux pas être contre. Moi, je comprends. Parce que si j'en avais besoin puis que je n'étais pas capable de l'avoir, j'irais. Je comprends. Parce que j'ai des moyens de me les offrir. C'est ça. Mais est-ce que c'est un enjeu pour vous ou un conflit de dire que quelqu'un qui paye ses impôts puis qui en a payé toute sa vie est obligé d'en plus payer pour des soins privés? Non. Je vais au restaurant alors que je pourrais manger à la maison, ça me coûterait pas mal moins cher. Qu'est-ce que... Je suis allé au restaurant. Surtout si vous alliez manger avec Champlain-Charret et 2 bouteilles de Pétrus. Okay. Oh ben là, je ne porterai pas mon Pétrus. Dites-moi, il y a une petite section baguette magique dans mes entrevues, donc puis je vous tends une baguette. Je vous laisserai changer une chose dans le système de santé. Aujourd'hui, ce serait quoi? Ben, moi, je dirais que au niveau du collège, là, ils ont un contrôle. Ben, moi, j'ai connu ça depuis mon jeune âge. On a un contrôle absolu. Hein? Disons que je connais bien des médecins qui ont pris leur retraite, puis ils auraient pu faire un peu de médecine générale, là. Mais il fallait qu'ils suivent des cours, se mettre à date. Mais il aurait pu rendre des services. Écoute, à un moment donné, on dit il y a des services qui pourraient être rendus par je sais pas moi, un pharmacien. Je respecte les pharmaciens dans leur domaine, mais tu sais, pour rencontrer un patient dans un bureau, ben c'est pas comme finalement des pharmaciens qui le rencontrent sur le coin d'un comptoir avec plein de gens qui attendent en arrière. Mm-hmm. Alors, il aurait pu continuer à faire un peu de pratique. Moi, je l'aurais fait peut-être un petit peu. Alors, juste pour que les auditeurs comprennent bien, là, vous parlez du Collège des médecins du Québec. Oui. Et vous parlez des exigences pour le maintien du certificat, donc exigences de formation médicale continue. C'est ça. Ce que les gens ignorent peut-être, c'est que le collège, la profession médicale, il y a beaucoup, beaucoup d'exigences et les gens pourront faire des recherches par rapport à des professions comme le droit ou le génie, où parfois ça se compte en 1 ou 2 dizaines d'heures aux 2 ans de formation continue. Les médecins, c'est très exigeant. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a des médecins en fin de carrière qui ont été un peu poussés vers la retraite parce que les exigences sont trop élevées par rapport à... Écoutez, là, un médecin qui prend sa retraite, je sais pas, peu importe l'âge, puis qui est encore en bonne santé mentale, là, ben, puis qui voit des gens de sa clientèle, là, ben, il est capable de prendre leur tension artérielle, j'espère. Mm-hmm. Non? On s'entend? Mm-hmm. Puis il est capable de les voir, continuer à les voir. Puis je pense qu'il y aurait assez finalement de respect pour que s'il y a un problème qu'il ne peut pas contrôler, qu'il l'envoie en spécialité ou qu'il l'envoie à un collègue.
Moi, j'aurais fait ça. Dire là, je suis pas capable, je serais pas capable de te suivre, là. Mais va voir soit un collègue, si ça va en médecine générale, tu vas voir une spécialité, ben, va en spécialité. Il y a ça, puis il y a les médecins étrangers aussi, hein, médecins étrangers, ils l'ont dur. Tout à fait. J'ai vu des pompistes, là, qui auraient pu faire un peu de médecine. Effectivement. Il aurait pu lui donner des permis transitoires, restrictifs, je sais pas quoi, là. Donc, si on pouvait résumer tout ça en une phrase, vous diriez faciliter... Faciliter l'accès à avec la pratique. Ouais. Moi j'ai un beau-frère qui est pathologiste. Puis quand il a pris sa retraite, il dit, tu penses-tu que je vais aller me recycler? Au final, je joue plus. Puis il était très effectif, puis d'après moi, il était très, très adéquat. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde que vous rêveriez de rencontrer, là, qui serait... Vous m'avez parlé de votre femme, mais... Ben oui, écoutez, ma femme est décédée il y a 2 ans, là. J'aimerais qu'elle soit là, prendre un café avec les autres, là. Exact. Ben là, je peux pas dire le contraire, hein, c'est la première chose que je pense. Et il y a mon frère Jacques aussi, qui était... Physiatre. Bon. Alors lui, ça a toujours été mon idole, là, tu sais, quand j'étais jeune, là, c'était... Tu sais, on nageait dans les rivières, là, puis c'est lui qui m'a appris à nager, puis j'étais un nageur extraordinaire, là. Un gars qui est en forme. Ah, mais avec les grandes familles comme ça, est-ce qu'il y avait une bonne différence d'âge? Ça pouvait vraiment être... Lui était plus vieux que moi. Le grand frère. Ouais, lui, c'était mon grand frère. OK, quoi, une dizaine d'années? Ou... Oui, ouais. Parce que, regarde, quand je dis que à 53, en 1953, quand j'ai quitté le Juvénat, moi, j'avais 16 ans. Lui, il pratiquait à Dolbeau. OK, donc. Il était plus vieux que moi. Okay. Il est mort à 92 ans, lui. Quand même. Quand même. Est-ce que vous supportez une cause, une fondation? Oui. Moi, les amputés de guerre, là, ça me touche profondément. Quand je vois des petits bonhommes, là, puis tu sais, qui font de la bicyclette, puis qui réussissent à fonctionner quand même avec des prothèses. Puis, tu sais, ça me touche beaucoup. Ouais, fait que je les ai jamais oubliés, puis bon, le nom m'échappe pour un moment donné, là, dans le Vieux-Québec, l'Aubrivière. L'Aubrivière, pour moi, ça a toujours été... Puis l'Aubrivière, ben, les Sœurs de la Charité étaient très présentes, hein. Okay. Fait que je suis allé à quelques reprises, à un moment donné, faire du bénévolat. Puis, ça a créé un enjeu parce que la maison a été déplacée. La maison a été déplacée, oui. Puis ça a déplacé un peu la clientèle aussi là, dans une autre région de... Ouais. Puis les gens ont des problèmes un peu des alentours, mais tu y rendent des services, là. Tu sais, pour moi, chez nous, on était un peu épicuriens, là. Ma mère, quand on était beaucoup plus vieux, elle disait, on n'était pas riches, mais on mangeait bien. OK. Fait que moi, quand je vois quelqu'un comme ça qui a de la difficulté à manger ou à se loger, ben là... C'est la base un peu. C'est la base un peu, là. Si vous voulez faire quelque chose, il faut commencer par ça. Là. Docteur Saint-Cyr, ça a été très agréable. Là, on conclut. Je vous laisse le mot de la fin là, après une si belle entrevue. Là, donc, c'est dur de faire le mot de la fin. Bon, en fait, dans le fond, vous me demandez c'était quoi la santé. Ben, je suis heureux de vous dire que je suis en bonne santé. Bon. Je le confirme. Oui, bon. Puis, j'ai jamais eu de problème avant juillet 2021. Je prenais même pas de médicaments. Puis en 2021, ben, j'ai fait un cancer du sigmoïde. Vous êtes au courant? Oui. Alors, c'est vous qui m'avez opéré. Ça a été un succès. Comme on disait dans le temps, ça a été le succès bœuf. Parce que dans le fond, j'ai pas eu besoin de chimio. Puis j'ai pas de récidive. Puis je viens d'avoir une colonoscopie que vous avez faite, auquel, ben, je dirais pas que j'ai participé, mais au moins que j'ai suivi. Puis je trouve que ça va bien, j'ai pas de métastase, j'ai l'air en bonne santé. Alors ça a été vraiment là j'ai recommencé à vivre après ça. Puis aussi, ben, j'ai eu ma hernie, ça c'était pas un gros problème pour moi, mais c'en était un quand même. Parce que j'allais pas à la piscine là, avec une hernie. Mais ça j'ai beaucoup apprécié ces moments-là. Ah ben, je vous remercie. Puis là, ben, je peux pas oublier là, ma famille. Hein. J'ai 2 filles, Caroline et Valérie.
Caroline est à Montréal, Valérie est ici à Québec, elle vient faire mon ménage, elle m'appelle à tous les jours. Ma fille à Montréal, elle m'appelle en FaceTime, puis là, elle est en voyage, elle m'appelle en FaceTime pareil. Je viens d'arriver, elle vient d'arriver, bon, puis elle m'appelle. Puis, tu sais, c'est ça, les gens qui m'entourent aussi, là, j'ai des parents, des amis qui sont toujours près de moi. Puis, je trouve que je suis gâté un peu, je suis bien. Je trouve que je suis bien, puis je suis capable de vivre encore tout seul. C'est fantastique. Ouais. Dr Saint-Cyr, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un honneur pour moi de participer à cette entrevue-là. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.